Salam alaikum, Azul Fellaoun qui raconte dairin. Écoutez, merci, encore une fois, merci, Sahid, shukran. Thank you, gracias, qui m'abritou, et Laura, et Lahja. Pour les commentaires, des nombreux commentaires sur un sujet qui apparemment intéresse beaucoup les personnes qui suivent nos vidéos à la fois sur Facebook et sur YouTube. Et oui, je suis très surpris. Vous savez, nous sommes le 28 octobre, le 30 et le 31 octobre, c'est-à-dire dans 2 à 3 jours, la question du Sahara va être discutée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc apparemment, ça intéresse beaucoup de monde. Alors, je tiens à vous dire, c'est à peu près 20% les Algériens et 80% nos frères marocains. Eh oui, nos frères marocains. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas marocain, mais je suis algérien. De père, de mère, mais c'est vrai que je suis un Africain tout court, mais je me rends compte que 80% des commentaires, 80% des personnes qui suivent les vidéos sur Facebook et sur YouTube sont des Marocaines et des Marocains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wesh kain. Alors, hier, je vous ai dit que c'était à peu près 700 000. La dernière vidéo sur le Sahara, on est monté à 955 000, on est proche du million. Alors les commentaires, n'en parlons même pas. 7294 commentaires, regardez. 7294 commentaires. Mais vous savez, il y a longtemps que j'ai pas eu ça. Il y a eu des commentaires, beaucoup de vues à l'époque de ma campagne présidentielle, 2014, 2019, mais depuis je ne suis rien, vous savez, je suis un ancien prisonnier politique, à la fois en Algérie, en France, j'ai pas de fonction, j'ai rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Wesh kain 955 ناس شافوا les vidéos, فوق 7000 commentaires, wesh kain. Alors, vous allez pouvoir constater, donc vous avez vu 955 000 commentaires, et vous allez voir la provenance. Donc, alors ça, là c'est sur la page Facebook. La page Facebook, vous savez qu'il y a à peu près 1 700 000 abonnés. Donc, 1 700,000 ناس يتبعوني في la page Facebook. Ça chauffe. L'imsejlin, ceux qui sont inscrits sur ma page Facebook et qui ont regardé cette vidéo sur le Sahara, c'est 168 000. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la page, c'est 784 000. 784 000. Donc ça, vous pouvez être sûr, c'est des Marocains. Ou plutôt, des mouches électroniques de sociétés israéliennes spécialisées dans les mouches électroniques. Regardez, 784 000. Car il faut savoir que nos amis marocains font appel à des mouches électroniques israéliennes, et pas que les Marocains. Un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient font appel à des sociétés spécialisées de mouches électroniques pour saboter, pour casser, pour dénigrer et les idées et les hommes qui défendent ou qui font la promotion d'idées qui ne plaisent pas à certains États. Donc voici, vous avez la preuve, 784 000 sur 955 000 personnes qui ont vu les vidéos sur ma proposition concernant le Sahara occidental ne sont pas abonnés à ma chaîne. Ceux qui sont abonnés, c'est simplement 168 000 personnes. Donc c'est intéressant quand même. Donc on est proche du million pour un thème finalement mineur. Parce que quand je fais des vidéos sur Gaza, vous savez c'est combien les vues à peu près? 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 grand maximum. Mais pourtant, en Afrique du Nord, Moyen-Orient, on dit que Gaza, la Palestine est un thème important. Ce qui intéresse les pays d'Afrique du Nord, c'est le Sahara. La question centrale en Afrique du Nord est la question du Sahara occidental, car elle détermine qui sera le leader de l'Afrique du Nord, qui exercera le leadership sur l'ensemble de l'Afrique du Nord dans les prochaines décennies. Et on voit bien, ce chiffre-là veut tout dire. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir remarquer, hier quand j'ai parlé de corruption, 24 000 seulement. 24 000 la corruption en Algérie. Et un autre thème, par exemple, j'avais parlé de... c'était quoi? Attendez, on va vérifier. C'était quoi? J'avais parlé de Nice, par exemple, la ville de Nice. J'ai comparé la propreté entre Nice et l'Algérie. Il n'y avait que 61 000 personnes. 61 000, c'est rien du tout. Mais la semaine d'avant, j'avais aussi publié une vidéo sur le Sahara
Et là, pareil, regardez, 724 000 vues. Ah, le Sahara, c'est vraiment le buzz, hein. Et vous pourrez remarquer, de la même façon que pour la vidéo d'avant-hier, ceux qui suivent ma page, c'est 167 000, et ceux qui ne la suivent pas, c'est 557 000. Ça, c'est des Marocains, mouches électroniques marocaines, donc qui sont mandatés par des sociétés israéliennes pour casser les idées qui ne plaisent pas à nos frères de l'Ouest. Mais vous savez, j'ai toujours le sourire, parce que j'ai tellement l'habitude. Et puis mes frères marocains, je les connais bien. Vous savez, moi j'ai été élevé avec des Marocains dans ma cité en France. J'ai vécu 3 ans à Marrakech avec ma femme, mon fils. Vous savez que mon fils est à l'école américaine de Marrakech, donc je connais bien nos frères marocains, nos sœurs marocaines. C'est pour ça que je ne vous en veux pas. Vous savez que je suis un vrai partisan de l'unité nord-africaine et de l'Union africaine. Donc moi, les enfantillages des uns et des autres, ça me fait l'effet d'un petit passage venteux et qui, aussi vite est-il apparu, aussi vite a-t-il disparu. Donc je ne me laisse pas avoir par le populisme, par la démagogie, par la propagande, par les insultes, par les critiques. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je défends bec et ongle mes convictions, mes idées, avec un objectif final: la destruction de toutes les frontières en Afrique du Nord et plus tard les frontières du continent africain. C'est ça mon objectif. Moi, je ne veux plus de frontières, ni entre la Mauritanie, ni avec le Maroc, avec la Sahara occidentale, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec la Libye, etc. Et à terme, je veux aucune frontière comme aux États-Unis. 50 États, 0 frontières. Comme en Europe, 27 États, pas de frontières. L'espace Schengen, c'est 29 États. Et nous, les petits enfants capricieux, là, les Algériens, les Marocains, on se bat, ah oui, qui va avoir le leadership en Afrique du Nord? Ah oui, la question du Sahara occidental, ça fait 50 ans qu'elle traîne. Vous savez combien ça nous a coûté, cette blague? Cette blague, quand je dis blague, vous avez compris, c'est ironique, hein, je vais vous dire combien ça nous a coûté. Depuis 50 ans, alors je ne vous ai pas fait le calcul depuis 50 ans, mais cette question du Sahara occidental nous coûte un fric fou. Vous savez ce que ça veut dire, un fric fou? C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et par qui? Par les différents gouvernements. Et oui, depuis 50 ans. Alors, Marocain, Algérien, c'est kiff-kiff. Moi, je fais aucune différence. Pourtant, je suis algérien. Mais c'est une absurdité. On a nos enfants qui meurent en mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, et nous, on fait quoi? On dépense une fortune dans l'armement. Et si c'était à la rigueur de l'armement made in Afrique du Nord, c'est pas grave, mais c'est de l'armement made in USA, made in France, made in Russia. En tant que peuple d'Afrique du Nord, on n'a pas vocation à enrichir les autres nations, n'est-ce pas? Regardez, budget, dépenses militaires en 2023, donc paru en 2024. Afrique du Nord, 28,5 milliards de dollars. Vous imaginez? 28,5 milliards de dollars. Alors là, vous avez vu, en 2023, c'était à peu près 18 milliards pour l'Algérie et 10 milliards pour le Maroc. Là, l'Algérie a décidé de, oh là là, number one, 25 milliards de dollars. Et le Maroc essaye entre 13 et 15. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? L'absurdité. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants capricieux qui attendons Noël pour avoir nos petits jouets pour faire peur à l'autre. Rabat veut faire peur à Alger, Alger veut faire peur à Rabat, et qui se frottent les mains à Noël? Ben, ce sont les Américains, les Russes et les Français, et même maintenant les Israéliens. Ben oui, les Israéliens vendent de l'armement technologique, des drones, etc. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous croyez que les peuples d'Afrique du Nord sont contents de voir leurs États, leurs gouvernements dépenser 28,5 milliards de dollars dans l'achat d'armements qui enrichissent les Russes, les Français et les Américains? Vous croyez que c'est sage? Tout ça pourquoi? À cause du Sahara, c'est ça? À cause du Sahara? Mais si nous étions des vrais nationalistes africains, panafricains et africains du Nord, comme les Américains sont des vrais nationalistes américains, comme les Européens sont des vrais nationalistes européens, eux défendent l'intérêt général. Et nous, nous sommes des petits-enfants. Et là, on a tonton Trump qui dit à l'Algérie
Et au Maroc, bon, ça suffit maintenant vos enfantillages, hein, ça fait 50 ans que vous jouez à la baballe, vous jouez au ping-pong, maintenant on a vu que vous, qui êtes censé être musulman, berbère, arabophone, berbérophone, maintenant ça suffit, les États-Unis défendent Israël, tous ceux qui vont normaliser les relations avec Israël, on va les aider, les autres, on va les écraser. Voici la nouvelle doctrine américaine. Alors le Maroc, ben évidemment, vous savez, les Marocains malheureusement, qui avaient une très belle histoire avant, vendu leur âme. Nasser Bourita a vendu son âme au génocidaire Netanyahou. Tout ça pour gagner des points. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à moyen terme, c'est les bases légitimes de la monarchie chérifienne qui sont en train de se fissurer. Vous savez, comme ce mur-là. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Là. Vous voyez les fissures, là. L'accord avec le génocidaire Netanyahou, voilà, vous le connaissez, va fissurer les bases de la légitimité chérifienne. Il va se passer au Maroc ce qui s'est passé en Iran, lorsque le Shah d'Iran avait pareillement noué une alliance stratégique avec Tel Aviv. Ben oui, les gens l'ont oublié, parce que les gens ne lisent pas l'histoire. Les gens, ou Hachal et Meshaj, bien sûr, ils pensent que l'Iran a toujours été contre Tel Aviv, mais pas du tout. Depuis 2500 ans, les Perses ont toujours soutenu les Juifs. Je dis bien toujours, toujours, toujours. Même Khomeini, qui est arrivé au pouvoir en 79, a vendu du pétrole à Tel Aviv pour obtenir des armes américaines. Mais oui, même Khomeini qui passait son temps à dire le diable, c'est Israël, le diable, ce sont les États-Unis, mais alors qu'en coulisses, il négociait avec eux. Et donc je reviens au Shah d'Iran. Le Shah d'Iran avait noué une stratégie d'alliance avec l'ancien Premier ministre de Tel Aviv, David Ben Gourion, dans le cadre de la doctrine échafaudée par les penseurs israéliens des alliances périphériques. Parce que c'est quoi la stratégie des ancêtres de Netanyahou? C'était de dire, nous on a un problème avec les pays arabes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'allier avec les pays musulmans qui ne sont pas arabes. Turquie, Pakistan, Iran, 3 pays musulmans qui ne sont pas arabes. Et ça a marché. Et c'était notamment le sens du pacte de Bagdad. Ça vous dit quelque chose, pour ceux qui savent, 1955, pacte de Bagdad. Et c'est à partir de là que Tel Aviv a noué des relations avec Ankara, donc la Turquie, avec Islamabad, Pakistan, et avec Téhéran, le Shah d'Iran. Eh oui, mais en Algérie, au Maroc, on a la mémoire courte. Vous savez, on ne regarde que l'actualité, TikTok, Facebook. 3 lignes. On n'arrive pas à dépasser 3 lignes. Au-delà de 3 lignes, ça dépasse leur entendement. Hachal et Mestach, encore une fois. Donc, le Shah d'Iran avait négocié une alliance avec l'ancien Premier ministre de Tel Aviv, donc David Ben Gourion. Et les effets se sont fait sentir un peu plus tard, c'est-à-dire en 1978-1979, c'est-à-dire 24 ans après le pacte de Bagdad. Et que s'est-il passé? En à peine 40 jours, je dis bien en à peine 40 jours, la dynastie des Pahlavis d'Iran a été laminée. D'abord fissurée, comme ce mur, et ensuite disparu. 40 jours. Donc, le grand Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui est très content d'avoir noué une alliance avec le génocidaire Netanyahou, qui a massacré 70 000 Palestiniens de Gaza, qui a détruit 90% de Gaza, qui a réduit à la famine 2,5 millions de Gazaouis, et qui a fait expulser de leur maison 250 000 personnes. C'est vrai qu'il accumule des succès diplomatiques, c'est vrai. Vous savez, moi, j'ai pas de problème à dire la vérité. Ça, c'est du court terme. Mais à moyen terme, à cause de Nasser Bourita, à cause de la stratégie de Nasser Bourita, comme à cause de la stratégie du Shah d'Iran, c'est la dynastie iranienne qui s'est écroulée en 40 jours. Et c'est ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 24 ans, comme les Pahlavis d'Iran. La monarchie chérifienne alaouite, je dis bien alaouite, va s'écrouler. Pourquoi? Car elle aura commis ce qu'on appelle un crime de lèse éthique, de lèse morale, de lèse spiritualité. Chaque fois dans l'histoire, et c'est l'historien Rachid Nekas qui vous parle, chaque fois dans l'histoire qu'un
responsable politique, que ce soit un président, un monarque, s'est allié à l'inacceptable. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour Nasser Bourita avec le génocidaire Netanyahou. À chaque fois, le régime que cette personne représente s'est écroulé. Je dis bien s'est écroulé. C'est comme ça. Regardez pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui se sont alliés à l'Allemagne nazie de Hitler se sont écroulés. Regardez, Mussolini s'était allié à l'Allemagne nazie d'Hitler. En quelques semaines, le régime fasciste de Mussolini s'est écroulé. Vous avez vu comment il a fini. Il a fini comme Ceausescu. Il a été tué comme Kadhafi plus tard. Regardez, tous ceux qui se sont alliés à la Russie soviétique, à partir de 1989, date à laquelle le mur de Berlin s'est écroulé, tous les régimes, je dis bien tous les régimes alliés à l'Union soviétique se sont écroulés, comme un château de cartes. C'est comme ça que fonctionne l'histoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareillement pour le phénomène de la décolonisation. Tous les partis, toutes les personnes qui étaient alliées aux colons français dans les années 50 et 60, vous avez vu, dès qu'il y a eu le mouvement de décolonisation, toutes ces personnes-là ont été laminées. C'est ce qu'on appelle les collabos, en Algérie on les appelle les harkis. C'est comme ça que fonctionne la mécanique quantique de l'histoire. Donc Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, grâce à l'alliance avec le génocidaire Netanyahou, a remporté des victoires diplomatiques à court terme. Mais à moyen terme, à cause de cette stratégie périphérique qui a été pensée par les Israéliens, vous pouvez imaginer, ce n'est pas Nasser Bourita tout seul qui va réfléchir à ces stratégies-là. Il applique à l'échelle du royaume chérifien du Maroc la même stratégie que Ben Gourion avait appliquée après 1948 avec les États musulmans non arabes, ce qu'il appelait à l'époque la stratégie des alliances périphériques. Et les accords d'Abraham, c'est la version moderne des alliances périphériques échafaudées à l'époque des Ben Gourion en 1948. Donc, reprenons gentiment la thématique du Sahara. Donc vous savez que à cause de ce Sahara, en tout cas du problème persistant du Sahara, nos États respectifs dépensent une fortune donc aux dépenses militaires, au lieu de les consacrer à la santé, à l'économie, à l'environnement, à la justice, bref, à la science, au bien-être des populations, dont on préfère dépenser des milliards dans des chars, dans des avions, dans des drones, dans tout ce qui détruit au lieu d'investir dans tout ce qui construit. Alors l'Algérie, vous savez, jusqu'au 31 décembre 2025, est membre non permanent au Conseil de sécurité, vous le savez. C'est un mandat de 2 ans. Vous savez qu'au Conseil de sécurité, il y a 15 pays. 10, 15. Il y a 5 pays qui ne bougent jamais. Voilà, c'est un peu des monarchies républicaines. Vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France. Voilà. Ceux-là ne bougent pas. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien du tout. Ils ont un siège fixe. Ils ont même, en plus, un droit de veto. C'est-à-dire qu'un seul de ces 5 pays peut dire non à une proposition de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un seul. Donc, si par exemple les États-Unis veulent s'opposer à un projet de résolution, même s'il y a 15 pays, les États-Unis s'ils disent non, bah c'est non. Pareil pour la Russie, pareil pour la Chine, pareil pour l'Angleterre, pareil pour la France. Donc c'est un pouvoir énorme de blocage du fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais pour les 10 autres pays qui sont des membres non permanents, leur avis compte pour du beurre. Si par exemple l'Algérie ou la Sierra Leone disent non à un projet de résolution, oui, on va comptabiliser le non, mais ça ne sera pas un non bloquant. Donc on compte pour du beurre, mais c'est bien, ça fait bien devant les peuples algériens ou syriens de dire oui, nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies, voilà. Ils montrent la tête de l'ambassadeur, le visage de l'ambassadeur, pardon, qui parle au Conseil de sécurité, qui fait semblant de s'opposer à un projet de résolution, mais dans les faits, vous avez vu, c'est complètement bidon. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Le Conseil de sécurité a voté donc une résolution pour réinstaurer les sanctions contre l'Iran. L'Algérie ou la Sierra Leone n'a pas pu empêcher cela. Oui, parce que notre pouvoir est symbolique. Parce que nous, en Algérie, on pense qu'en étant simplement tout seul comme des grands, on va pouvoir
bénéficier d'une voix qui va compter à l'échelle internationale. Non, c'est ce qu'on appelle une illusion. Tout seul, nous ne pesons rien. Même en Europe. Vous imaginez des grandes puissances comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc. Il y a 27 pays qui se sont dit il faut qu'on soit ensemble pour rivaliser avec les 50 États américains et avec la toute-puissante Chine. 27 pays, c'est la deuxième ou troisième puissance économique mondiale. Et malgré ça, c'est pas assez. Et nous, tout petit pays, bon, grand par la taille, bien sûr, mais tout petit pays par l'économie, on croit que tout seul, avec notre petit drapeau, notre petit passeport, on va pouvoir rivaliser avec des Américains, des Russes, des Chinois, des Européens. Soyons sérieux. Arrêtons ces enfantillages. Et surtout, arrêtons de mentir au peuple algérien. Arrêtons. Tout ça, on ne peut rien faire. Regardez pendant la guerre de libération, 54-62. Vous croyez qu'avec les Moudjahidines qui ont réussi tout seul à combattre le colonialisme français? Bien sûr que non. Il a bien fallu avoir des soutiens financiers, militaires. S'il n'y avait pas eu l'Égypte, s'il n'y avait pas eu la Tunisie, s'il n'y avait pas eu la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Russie, la Chine, etc. Et le Maroc qui nous a autorisé à installer 5 usines d'armement, vous croyez qu'on a pu battre le colonialisme français? Mais même pas en rêve. Parce que en 54, on produisait pas des armes en Algérie. D'ailleurs, on n'en produit toujours pas, mais un petit chouïa. Mais avec quoi? Il fallait bien acheter des armes ailleurs. Et l'argent, on l'a trouvé. Heureusement qu'il y avait la diaspora algérienne de France. 80% du financement de la guerre d'Algérie, c'est la diaspora algérienne de France, qui aujourd'hui n'a même pas le droit d'avoir la possibilité d'exercer un poste de ministre dans son propre pays. Vous imaginez? Vous avez vu tous les ministres qu'il y a en Algérie dans le gouvernement? Il n'y en a aucun qui fait partie de la diaspora. Aucun! Ça, c'est pour remercier la diaspora d'avoir financé les 80% de la révolution algérienne entre 54 et 62. Donc, vous voyez bien. Donc, non seulement on croit que tout seul, on va réussir, mais en plus, au sein même du peuple algérien, on a créé des catégories. Il y a les Algériens d'Algérie, il y a les Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger, aucune influence. En Algérie, aucune. J'ai dit bien aucune. Et même dans le pays, on a la plus grande diaspora dans le monde, c'est-à-dire 70% des 7 millions d'Algériens, on n'a même pas d'ambassadeur. Donc vous voyez bien, l'Algérie, en tout cas les dirigeants actuels, les responsables de la diplomatie actuelle, sont en train de tuer l'Algérie. Vous entendez? Ils sont en train de tuer l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur. Et par rapport à la question du Sahara, vous savez que depuis 12 ans, je défends une proposition qui est sérieuse, qui est viable et qui est possible, parce qu'elle est pragmatique. Et elle permet à chacun des 3 protagonistes de sortir de ce conflit vieux de 50 ans la tête haute. Alors, nos amis marocains, vous savez, les amis marocains, ils me prêtent un pouvoir que je n'ai pas. J'ai lu un article récemment dans le Maroc diplomatique où il disait alors Chinekaz a été envoyé par le pouvoir algérien à New York pour défendre une idée qui est complètement farfelue, etc., etc. Alors je réponds à mes frères marocains, je suis un homme libre. Vous savez ce que ça veut dire, libre? Ce que je défends, c'est mes propositions à moi en tant qu'homme libre. Je ne fais pas partie du gouvernement algérien, je ne fais partie d'aucune institution algérienne, je fais partie de ma conscience. Ah oui, je sais que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'au Maroc, il n'y a pas de citoyens, il y a des sujets. Sujets du roi, c'est-à-dire que la vie d'un sujet marocain dépend du roi. Mais moi, je suis un homme libre, vous savez très bien, je suis né en Europe, j'ai passé 40 ans de ma vie entre l'Europe et les États-Unis, donc en Algérie, j'y suis de façon permanente, à la fois par ma propre volonté et par la force des choses depuis 2013, vous le savez. Donc moi, je ne dépends de personne, mais je suis un homme public. C'est-à-dire que je mesure la portée de mes propos. Et je défends l'Algérie, mais je ne défends pas le pouvoir algérien. Attention, c'est pas la même chose. Je ne défends pas le gouvernement algérien, pas du tout. Je soutiens l'action anticorruption du président algérien, mais je ne défends pas le gouvernement algérien bec et ongle. Par exemple, il y a 2 ministres que j'ai mis dans ma ligne de mire, c'est le ministre de l'énergie, le ministre des Affaires étrangères, car ou bien ils ont signé des contrats avec des multinationales corrompues, ou bien ils ont cautionné des contrats avec des multinationales corrompues, notamment Pertamina l'indonésienne, qu'on appelle la mafia du pétrole et du gaz en Indonésie, et malgré cela, le ministre de l'énergie, M. Mohamed Harqab, a signé un contrat avec cette mafia du pétrole et du gaz en juin 2023, et le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a cautionné
la prolongation de ce contrat pendant 35 ans avec Pertamina, la mafia du pétrole et du gaz. Donc, c'est très précis ce que je fais. Je soutiens l'action anticorruption du président algérien, mais je dénonce les contrats signés ou cautionnés par 2 ministres du gouvernement actuel. C'est ce qu'on appelle un soutien chirurgical. Je sais qu'au Maroc, on ne fait pas de différence, parce qu'au Maroc, si on critique le roi ou on dit que le Sahara n'est pas marocain, ben c'est tout de suite la prison. Rachid Nekaz est un homme libre. Je sais que cette notion de liberté vous est totalement étrangère. Je ne vous en veux pas, car c'est le mode de fonctionnement qu'il y a dans ce pays que j'apprécie beaucoup au demeurant. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de vidéos où à chaque fois je constatais des choses positives au Maroc, je les ai célébrées, mais quand je constate des choses négatives, je suis obligé de les dénoncer. Alors vous êtes bien gentil. Quand je dis des choses bien, alors là, vous n'avez pas de problème à écrire des articles pour dire, regardez, Rachid a dit du bien, sur Tanger a dit du bien, sur un certain nombre d'éléments constitutifs de l'identité marocaine, mais alors dès que je commence à critiquer un tant soit peu sur la base d'éléments historiques vérifiables, alors là j'ai le droit à toutes les insultes, toutes les critiques, tous les sobriquets. Mais encore une fois, je ne vous en veux pas, car vous êtes des sujets du roi, et moi je suis le sujet de ma propre conscience. Revenons au sujet du Sahara. Vous savez, dans mon 6e livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature algérienne », que j'ai écrit en étant en Algérie, moi je n'écris pas de loin comme certains, vous savez, il y en a qui tirent de loin, il y en a qui m'appellent Mougla, hop, ils tirent de loin. Non, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis à l'intérieur de mon pays. Et quand mon pays m'a dit, si tu reviens en Algérie, tu vas aller en prison, j'ai dit, oui, je viens dans mon pays et j'irai en prison. Et quand la France m'a condamné à 18 mois de prison par défaut, alors que j'étais emprisonné et placé en résidence surveillée en Algérie, la France non seulement m'avait condamné par défaut à 18 mois de prison, mais avait même délivré un mandat d'arrêt international. J'ai dit, j'arrive. Et j'ai choisi la date à laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire le 5 octobre 2023, et j'étais emprisonné pendant 75 jours à la prison de Fresnes. Donc moi, je suis un homme de principe. Je sais que ça manque beaucoup en ce moment. Ça manque beaucoup. Et en Algérie et au Maroc, parce que les mouches électroniques, ça, voilà, au bout d'un moment, vous savez, c'est ridicule. Vous perdez votre temps avec moi. Vous savez que vous perdez votre temps avec moi. Je ne suis pas un lâche. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc dans ce livre-là, paru aux éditions Max Milo, en mars 2022, j'étais emprisonné 2 mois après pour la 4e fois, à la prison de Chlif, avec mes 2 avocats, Maître Yassine Khalifi et Maître Shohra Abdelkader et mon infirmier personnel, M. Hamza Djabri. Donc à la page 36, qu'est-ce que je disais à la page 36? Donc je détaillais une proposition que j'ai détaillée à la télévision algérienne et dans différents journaux, ma proposition sur le Sahara occidental. Voilà, vous voyez, page 36. Oui, je ne me suis pas réveillé un matin en disant « Ah, tout d'un coup, j'ai une proposition sur le Sahara occidental. » Depuis 2013, il y a même une vidéo qui circule. J'étais à la télévision algérienne, dans 2 télévisions algériennes, notamment une avec TMTV avec Khaled Rani, pour y vérifier. Donc Sahara occidental, condominé en Algérie au Maroc, c'est très clair. Donc vous voyez, j'ai bien détaillé dans le livre. Donc il y a 6 pages de présentation dans le livre, ok. Et pareillement dans les plusieurs journaux africains, dans 8 journaux africains et français aussi. Donc oui, vous pouvez vérifier tout ça. Donc que les choses soient claires, nous sommes à 2-3 jours du débat donc au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc là exclusive.net, et là c'est impact.sn par exemple. Que les choses soient très très claires. Parce que je veux être très clair et je vais être très précis. On est à 28 minutes de cette vidéo. Et là, je m'adresse à la fois à mes frères marocains, à mes frères sahraouis et à mes compatriotes algériens. Je parle des diplomates, bien sûr. Que dit ma proposition? Je dis la chose suivante. Que je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Est-ce que c'est clair? Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Rachid Nekaz, c'est-à-dire moi-même, soutient à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Donc ça veut dire que je reprends l'idée développée par le royaume chérifien sur le Sahara occidental à partir de 2007. Mais j'ajoute une phrase. Parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est l'art des mots. Vous savez que j'étais à l'école. Je sais utiliser certains mots. Je ne suis pas bon en langue arabe, et vous le savez, parce que je ne l'ai pas apprise.
mais je maîtrise la langue française, vous êtes au courant, parce que c'est ma langue d'éducation, n'est-ce pas? La diplomatie, c'est quoi d'après vous? Et la politique, c'est quoi? C'est l'art de bien utiliser les mots. Donc, je répète, je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. Vous voyez la subtilité? C'est écrit noir sur blanc pour ceux qui pensent que je viens de le sortir. Noir sur blanc. Le panafricaniste algérien Rachid Nekaz soutient à 100% le plan d'autonomie au Sahara occidental dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine. Et en langage diplomatique, double souveraineté, ça s'appelle condominium. Condominium, vous voyez ici. Rachid Nekaz avec son épouse Cécile Leroux, américaine, voilà. On soutient 100% le plan d'autonomie au Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine. C'est clair, c'est net et c'est sans bavure. Alors, bien sûr, il faudra poser la question au peuple sahraoui lors d'un référendum. Est-ce qu'ils sont d'accord, oui ou non, avec cette idée de double souveraineté algéro-marocaine au Sahara occidental? C'est la moindre des choses. Alors, quel est l'avantage? Allez, 3 protagonistes, Maroc, Sahara occidental et Algérie. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas compris, je ne représente pas l'État algérien, je ne représente pas le gouvernement algérien, je ne représente pas la diplomatie algérienne, je représente que ma conscience, mes idées et ma conviction profonde qu'il faut trouver une solution acceptable pour les 3 parties en présence. Donc certains me disent, oui, mais comment ça se fait que tu veux que l'Algérie puisse co-gérer le Sahara occidental avec le Maroc alors que l'Algérie a toujours dit qu'elle n'était pas impliquée? Je ne suis pas l'Algérie, je ne suis pas le gouvernement algérien, je ne suis pas la diplomatie algérienne, je suis Rachid Nekaz. Mais je sais que dans la tête des Marocains, ça c'est pas possible ça. Parce que dans la tête d'un Marocain, il y a le roi et aucun citoyen ne peut dire quoi que ce soit sur le Sahara occidental s'il ne reprend pas la thèse officielle qui est défendue par le roi et le gouvernement. Mais moi, je ne suis pas un sujet, je vous l'ai dit, je vous le redis. Moi, je suis un homme libre. J'ai le droit de dire des choses qui ne sont pas conformes aux aspirations de l'État, du gouvernement, de la diplomatie algérienne. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de penser. Chose qui échappe à nos sujets marocains quand il s'agit ou de la question du roi ou de la question du Sahara occidental. Vous vous souvenez, Hassan al-Thani, marhoum Hassan al-Thani, a dit que si un Marocain osait dire que le Sahara n'est pas marocain, il va direct en prison. Mais pour les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? En Algérie, on a le droit de dire que le Sahara n'est ni algérien, ni marocain, ni russe, ni chinois, ni israélien. On a le droit. Vous comprenez la différence? Je parle bien de la question du Sahara occidental. Hein. Donc, ce que je défends, c'est uniquement ma position en tant que citoyen. Alors, vous faites des films. Oh là là, sa femme est américaine. Son ami, c'était Anthony Blinken. Il a fait un livre avec Linton. Mais tout ça, c'est mon CV, oui, c'est ma vie. Mais c'est pas parce que je connais un tel ou un tel que j'ai de l'influence. J'ai 0 influence. Ne vous énervez pas, j'ai rien. La seule influence que j'ai, c'est de parler à un téléphone et de diffuser mes idées à travers les réseaux sociaux. C'est tout ce que j'ai. Je ne représente personne. Ni l'armée, ni la diplomatie, ni le gouvernement, ni l'État algérien. Que moi-même. C'est bon? J'insiste là-dessus parce que les commentaires, ça revient beaucoup des mouches électroniques marocaines téléguidées par les sociétés israéliennes, donc sur les réseaux sociaux. Donc je voulais préciser cela une bonne fois pour toutes. Je sais que ça ne sera pas assez, que je sais que je vais encore lire des commentaires en disant Rachid est envoyé par l'armée, par l'État, par le gouvernement, par la diplomatie. Non, rien de tout ça. Je suis un homme libre. Alhamdoulilah, j'ai des frères et sœurs qui m'aident à voyager, à me soigner, à défendre et à militer pour une cause qui me tient beaucoup à cœur, beaucoup à cœur, parce que j'aimerais qu'on en finisse avec ces problèmes artificiels qui nous empêchent de voir l'avenir ensemble. Voilà. Et je sais qu'en Algérie maintenant, ils sont devenus bloqués. Hein. Vous savez que les Algériens n'ont jamais vu de Marocains de leur vie, vous êtes au courant. En Algérie, on ne voit jamais de Marocains.
Vous êtes au courant? Surtout si on n'a pas la possibilité d'aller en France, en Belgique, pour voir que les Algériens et les Marocains ont l'habitude de vivre ensemble. Donc aujourd'hui, à cause de cette propagande, de ce populisme, de cette démagogie, il y a une haine qui s'est installée entre les Algériens et les Marocains, contre laquelle je me bats, et je me battrai toujours, car moi, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu aux États-Unis, et j'ai vu les bienfaits de la liberté de circulation entre les différents États. Donc ne comptez pas sur moi pour tomber dans le piège de la division entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Sahara occidental, la Tunisie ou la Libye. Ne comptez pas sur moi, vous perdez votre temps. Ça, c'est pour les petits cerveaux, vous savez, les petits cerveaux de moineaux là, qui tombent dans le piège. Et qui est gagnant de cette division? Vous savez très bien qui est gagnant. Ben, ce sont des ennemis. Et oui, nos ennemis. Regardez, on a assisté impuissant au massacre pendant 2 ans de 70 000 Palestiniens. 90% de Gaza a été détruite. Et nous, on était là, regardez, à croiser nos bras et on regardait. Oh, msakin, Allah yarhamou, ma yarouh al-jannah, Allah yarhamou. Et on n'a rien fait. On n'a rien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé notre temps à nous diviser bêtement, comme des enfants de 4 ans, dans une cour de récréation à l'école. Vous verrez jamais un Algérien ou un Marocain parler comme moi je parle. Vous savez pourquoi? Je suis un homme libre. Un homme libre. Et c'est une denrée tellement rare aujourd'hui, en Afrique en général et en Afrique du Nord en particulier. Il n'y a plus d'hommes libres. Ou hachel et meistelch. En tout cas, je parle des hommes libres parmi les hommes publics. Vous n'avez pas remarqué chacun défend sa chapelle. Chacun défend sa citadelle, chacun défend sa mosquée ou son église ou sa synagogue. Il n'y a plus personne qui essaie d'avoir un esprit critique, un esprit honnête, sincère, avec la volonté de construire. On est tous là à détruire. Nous avons une armée de destructeurs de part et d'autre. Il n'y a personne qui fait le pont. Personne. Plus personne. Et en cela, les 5e colonnes des 2 pays, c'est-à-dire 5e colonne marocaine affiliée au génocidaire Netanyahou et la 5e colonne algérienne affiliée à des puissances, notamment multinationales corrompues, ceux-là ont pris le pouvoir dans les consciences, et marocaines et algériennes. Oui, elles ont pris le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la bêtise, où le mensonge est devenu une nouvelle religion. Donc je reprends. Et je suis obligé de faire des digressions. Je suis obligé d'ouvrir et de fermer des parenthèses pour bien préciser ma pensée. Donc quel est l'avantage de ma proposition d'une double souveraineté algéro-marocaine provisoire pendant 10 ans sur le Sahara occidental? Encore une fois, je répète la phrase, je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc de 10 ans sur le Sahara occidental. Quel est l'avantage pour le Maroc? Premier avantage pour le Maroc, depuis novembre 1975, vous savez qu'il y a eu la Marche verte, qui est une marche d'annexion du Sahara occidental, suite à une conférence tenue à Madrid à l'initiative de l'Espagne avant la mort du dictateur Franco. Donc Madrid, donc l'Espagne avait organisé une réunion avec le Maroc et la Mauritanie, sans le Polisario et sans l'Algérie, pour partager le Sahara occidental. C'est la même réunion à l'échelle de l'Afrique du Nord que celle de Yalta, la conférence de Yalta, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où vous savez que le soviétique Staline, l'anglais Churchill et l'américain Roosevelt se sont partagés des sphères d'influence dans le monde. Donc Madrid a fait la même chose avec le Maroc et la Mauritanie. Tous les deux se sont partagés le Sahara occidental. Je rappelle que le Sahara occidental était devenu espagnol au moment de la conférence de Berlin de 1884. On n'en parle pas. Cette conférence de Berlin de 1884 a partagé l'Afrique entre 8 puissances étrangères. Oui, 8 puissances étrangères. Donc l'Espagne a hérité du Sahara occidental. Donc cette conférence de Madrid de novembre 1975 a permis, quelques jours après au Maroc, d'envahir à la fois avec 350 000 personnes, donc obligées d'aller au Sahara occidental. Donc il y a eu une invasion humaine encadrée par une invasion militaire. C'est ce qu'on appelle la marche verte. Et c'est vrai qu'en termes de marketing politique, c'est un très joli coup de l'ancien roi Hassan Mafani, qui a fait croire, grâce à un super conseiller, vous le connaissez, M. André Azoulay,
de faire croire que c'est le peuple marocain qui a décidé de récupérer ces terres historiques. En tout cas, voilà, c'était la doxa marocaine, c'est-à-dire le roman national marocain, et ça a marché. Et à l'époque, le président algérien Houari Boumedienne, feu Houari Boumedienne, n'a pas pu réagir. Ben oui, on ne peut pas soutenir le peuple sahraoui avec l'armée, alors qu'il y avait 350 000 Marocains, hommes, femmes, enfants, qui traversaient le désert encadrés par l'armée marocaine. Donc c'était un joli coup politique organisé par feu Hassan Thani. Donc à ce moment-là, on était à 1-0 pour le Maroc contre l'Algérie, le Polisario. Deuxième événement. Donc je rappelle juste, à ce moment-là, le Maroc a pris 2 tiers du nord du Sahara occidental, et la Mauritanie 1 tiers. Okay, 2 tiers pour le Maroc et 1 tiers pour la Mauritanie. Donc ça, c'est la séquence numéro 1, liée à la marche verte de novembre 75. Ça va être le 50e anniversaire dans quelques jours. Deuxième épisode. Il y a eu un bouleversement politique en Mauritanie. Et qu'est-ce qui s'est passé après le bouleversement politique en Mauritanie? Donc en 78-79, la Mauritanie a décidé, suite aux pressions du Polisario, pressions militaires qui étaient assez constantes, la Mauritanie a décidé de se désengager du Sahara occidental au sud, c'est-à-dire le 1 tiers que la Mauritanie contrôlait. Donc ça, c'était le 5 août 1979. Vous voyez, 5 août 79. Donc je vous répète ce qui s'est passé, c'est le journal du Monde du 7 août 79. La Mauritanie et le Polisario signent un accord de paix définitif. Mauritanie, Polisario, on signe un accord de paix définitif à Alger le 5 août 1979. Au terme de 3 jours de négociations, la Mauritanie et le Front Polisario ont signé dimanche soir 5 août à Alger un accord de paix définitif. Selon cet accord, Nouakchott, la capitale mauritanienne, reconnaît officiellement le Front Polisario et renonce à ses revendications sur le Sahara occidental. 5 août 1979, la Mauritanie a décidé de reconnaître le Polisario et de mettre fin à ses revendications au Sahara occidental, dans la partie sud qu'elle contrôlait. La partie sud, c'est là où il y a Dakhla. Vous êtes au courant, Dakhla. Dakhla, c'est dans le sud. Alors, les deux parties s'engagent à ne pas avancer de revendications territoriales l'une vis-à-vis de l'autre. Voici les principaux extraits de l'accord conclu entre le Front Polisario et le gouvernement mauritanien. La République islamique de Mauritanie déclare officiellement qu'elle n'a et n'aura pas de revendications territoriales ou autres sur le Sahara occidental. Donc, elle mettait fin à ses prétentions et à ses revendications qu'elle a obtenues au moment de l'accord de Madrid de novembre 1975. La République islamique de Mauritanie décide de sortir définitivement de la guerre injuste au Sahara occidental, suivant les modalités arrêtées en commun en accord avec les représentants du peuple sahraoui, le Front Polisario. Troisièmement, le Front Polisario déclare solennellement qu'il n'a et n'aura pas de revendications territoriales ou autres sur la Mauritanie. Quatrièmement, le Front Polisario, au nom du peuple sahraoui, et la République islamique de Mauritanie décident par le présent accord de signer entre eux une paix définitive. Enfin, les deux parties ont décidé de la tenue de rencontres périodiques entre elles en vue de veiller à l'exécution des modalités annoncées au paragraphe 1 alinéa B. Les détails sur ces modalités n'ont pas été rendus publics. Donc ça, c'était l'accord d'Alger le 5 août 1979. Le président, vous savez, c'était qui? C'était Feu Chadi Benjedid, car le président Feu Houari Boumedienne était mort le 27 décembre 1978, c'est-à-dire 8 mois avant cet accord très important obtenu à Alger. Très, très important. Donc voici le texte de paix signé à Alger le 5 août 1979 entre la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario. Voilà. Ça vient du service d'information de la République arabe sahraouie. Et vous pouvez voir les points que je viens d'énoncer très rapidement. Alors, oui, il faut toujours parler avec des preuves pour savoir de quoi il s'agit. Et vous voyez que ça a été donc modalité de l'accord de paix entre la République islamique
de Mauritanie et le Front Polisario, la Mauritanie s'engage à mettre fin à sa présence au Sahara occidental et à remettre directement au Front Polisario la partie du Sahara occidental qu'elle contrôle dans un délai de 7 mois à compter de la date de la signature du présent accord, fait à Alger le 5 août 1979, signé pour la Mauritanie par le lieutenant-colonel Abdessalem Ould Sidi, deuxième vice-président du comité militaire de salut national, ministre chargé de la permanence du comité, et signé pour le Front Polisario par M. Béchir Moustapha Seyid, secrétaire général adjoint du Front Polisario, membre du comité exécutif et du conseil de commandement de la Révolution. Donc vous voyez, la Mauritanie s'était engagée dans un délai de 7 mois à partir du 5 août 1979 à se retirer définitivement de la partie sud du Sahara occidental qu'elle contrôlait depuis novembre 1975. Vous voyez? C'est clair. Donc là, on est le 5 août. Hein, 5 août. 5 août 79. 5 août 79. Que s'est-il passé 9 jours après? 9 jours. 9 jours après. 14 août 1979. Le Maroc a envoyé les forces armées royales, les phares, pour occuper militairement le sud du Sahara occidental qui était occupé par la Mauritanie en violation de l'accord de Madrid de novembre 1975. Voilà. C'était le 14 août. 14 août. Donc, les forces armées royales marocaines ont envahi le sud du Sahara occidental. Envahi les phares. Sur instruction de Feu Hassan II, les forces armées royales, les phares, avaient pris position dans la province de Oued el-Dhahab, en remplacement de la fragile armée mauritanienne. Vous voyez? Donc là, il n'y a plus de marche verte, là. Il n'y a plus de marche pacifique avec des hommes, des femmes, des enfants. Ah non, là, c'est l'armée, là. Donc en violation de l'accord de Madrid. Donc vous voyez, c'est important de plonger dans l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Eh oui. Donc il y avait Dakhla. Donc c'est là où l'armée marocaine a envahi Dakhla. Donc avant, elle avait deux tiers du nord, suivant l'accord de Madrid, et un tiers, le dernier tiers, c'était mauritanien. Et dans le dernier tiers, sud du Sahara occidental, il y avait Dakhla. Donc c'est l'armée marocaine. Il n'y avait pas eu 350 000 Marocains, des femmes, des enfants, qui ont fait une marche pour reprendre ces terres historiques. Non, c'est l'armée. C'est une invasion. C'est la même chose qu'Israël avec Gaza. La même chose. Ils ont envahi les forces armées royales marocaines. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Là, il y aura beaucoup de commentaires, des mouches électroniques marocaines, des sujets marocains, s'il vous plaît, pardon. Donc oui, l'armée marocaine a envahi militairement le tiers occupé par la Mauritanie, alors que la Mauritanie s'était engagée au moment de l'accord d'Alger signé le 5 août 1979 à se retirer dans un délai de 7 mois du Sahara occidental et à confier les clés de ce tiers sud du Sahara occidental au Polisario. Donc vous voyez, c'est une violation de deux accords. L'accord de Madrid de novembre 75 et l'accord d'Alger du 5 août 79. Donc vous voyez, sur le plan légal, si on devait simplement nous appuyer sur le plan légal, l'armée marocaine a violé le 14 août 79 deux accords, l'accord de Madrid et l'accord d'Alger. Bon, vous savez très bien, vous connaissez ma passion pour l'histoire. Je ne parle jamais dans le vide. Je parle toujours avec des preuves. Et tout ça est évidemment vérifiable. Donc, je reprends. Le 14 août 1979, c'est le deuxième épisode de l'affaire du Sahara occidental. Donc, l'armée marocaine a envahi le dernier tiers du Sahara occidental qui était attribué lors des accords de Madrid à la République islamique de Mauritanie. Donc, à partir de là, le Maroc occupait 80% du territoire du Sahara occidental. Il y a simplement 20% du territoire qui est rocailleux, qui est laissé sous forme de no man's land. Donc, dans les faits, c'est une occupation illégale, car il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui valide cette occupation.
cette annexion par le Maroc du Sahara occidental. C'est la même chose que l'occupation par Israël de la Cisjordanie ou de Gaza à partir de 1967 ou de Jérusalem-Est toujours à partir de 1967. Donc ma proposition que je défends, je reviens à ma proposition, je suis désolé, c'est le citoyen algérien qui vous parle, ne vous inquiétez pas, il n'y a ni l'armée algérienne, ni le gouvernement algérien, ni l'État algérien, ni la diplomatie algérienne, c'est juste un simple citoyen qui s'exprime. Ne vous inquiétez pas, mes chers frères marocains. Donc la proposition que je défends, c'est-à-dire je reconnais à 100% le plan d'autonomie marocain dans le cadre d'une double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental pendant 10 ans. Quel est l'avantage pour le Maroc? Premier avantage, c'est que si cette proposition est reprise dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois depuis l'annexion du territoire sahraoui depuis 1975 et 1979, le Maroc aurait un cadre légal qui reconnaîtrait cette occupation. C'est pas rien quand même, hein, n'est-ce pas? C'est pas rien. Alors, je sais que mes frères du Sahara occidental, peut-être qu'ils ne seraient pas contents, mais à un moment donné, il faut regarder le rapport de force actuellement. Donc, pour la première fois, cette occupation de fait deviendrait une occupation de jure, c'est-à-dire ce qui était illégal deviendrait légal sur le plan du droit international. Car si ma proposition était reprise sur le plan légal, le Maroc gagnerait, n'est-ce pas? Parce que là, on ne pourra plus dire au Maroc qu'il occupe illégalement le 80% du Sahara occidental. Donc c'est quand même une avancée, mes chers frères marocains, n'est-ce pas? Maintenant, pour le Sahara occidental, qu'est-ce qui gagnerait avec cette solution? Le peuple sahraoui, grâce à ma proposition de sortie du conflit, pourrait gérer de façon autonome ce territoire sans avoir à dépendre exclusivement du Maroc. Car vous savez que depuis 50 ans, il y a un mépris qui s'est installé au plus haut niveau de l'État marocain contre les responsables du Polisario et contre le peuple sahraoui, qui ne vit pas dans le Sahara occidental actuel. Donc l'avantage pour le peuple sahraoui, pour le Polisario, c'est qu'il ne dépendrait pas à 100%, on va dire, des éventuels changements d'humeur au plus haut niveau de l'État marocain, parce que le Maroc peut toujours dire qu'il va respecter l'autonomie du Sahara occidental, mais rien ne prouve que si une résolution était votée, qu'il respecterait cette autonomie. Et on a des exemples historiques qui le prouvent. Et je vous donne un exemple. Au Cameroun, vous savez que le Cameroun était occupé à la fois par les Français et par les Allemands, et ensuite, après la Première Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont perdu la guerre, c'est l'Angleterre qui a géré l'autre partie, à peu près 20% du Cameroun. Et au moment de l'indépendance en 1960, le Cameroun, qui s'était engagé à respecter, j'aimerais dire, la minorité anglophone du Cameroun. Et il y avait ce qu'on appelle une fédération. D'ailleurs, il y a la même chose au Nigeria. Il y avait une fédération pour respecter les différentes provinces. Ben, finalement, dès qu'il a été élu président de la République, Ahidjo, qui était musulman, le Camerounais Ahidjo, premier président du Cameroun, ben, il a supprimé la fédération et il a unifié l'ensemble du Cameroun. Donc il n'a pas respecté l'autonomie de la province anglophone du Cameroun. Il se passe exactement la même chose au Nigeria. Donc le Polisario connaît aussi bien l'histoire que moi. Et donc il ne peut pas faire dépendre son avenir de la bonne volonté du roi du Maroc ou de Nasser Bourita, dont on sait que ses principes politiques sont très loin de la morale de l'imam, n'est-ce pas? Donc l'avantage pour le Polisario et le peuple sahraoui de ma proposition, c'est d'avoir 2 tuteurs plutôt qu'un tuteur. Enfin maintenant, quel est l'intérêt pour l'Algérie, qui depuis 50 ans a toujours défendu le peuple sahraoui et toujours défendu et soutenu le Polisario? C'est d'être un observateur de la mise en place de cette autonomie du Sahara occidental. Et comme sur le plan militaire, on va dire que l'Algérie et le Maroc ont à peu près le même taux de nuisance, je ne dis pas le même niveau
d'équipement militaire, mais plutôt le même pouvoir de nuisance, je pense que c'est une garantie pour l'Algérie pour que les choses se fassent et se présentent en bonne intelligence. Donc au final, cette proposition que je défends permet aux trois parties d'être gagnantes. C'est du win-win, comme on dit aux États-Unis. Vous savez que je suis un homme d'affaires avant d'être un homme public. Moi, j'ai l'habitude, dans le milieu des affaires, de faire des accords où chacun est gagnant. Et pas que quelqu'un gagne et un autre perd. Car un deal, un accord, où il y en a un qui gagne et l'autre perd, vous pouvez être sûr et certain que ce deal ne va jamais durer. Donc, cette idée de condominium provisoire de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental permet au Maroc d'avoir une reconnaissance légale de l'occupation du territoire sahraoui, au Polisario d'avoir la garantie que le gouvernement marocain ne va pas changer d'avis sitôt la résolution des Nations Unies votée, et pour l'Algérie de s'assurer que l'autonomie du Sahara occidental sera une réalité et non pas une supercherie. Donc voilà ce que je propose. Mais comme il reste que 2 à 3 jours, c'est pas trop tard de reprendre mon idée. Et en cela, je voulais vous rappeler qu'il fut un temps, pas si lointain, c'était en 1989, où les dirigeants de l'Afrique du Nord avaient réussi à s'entendre, à se parler, au-delà des divergences, vous voyez. Ils n'avaient pas de mal à se serrer la main, à prendre des cafés, un bon couscous, vous voyez. Donc, c'est pas trop tard pour bien faire, regardez. Là, on a feu roi Al-Hassan Thani et feu président Chadli Benjedid. Vous voyez, il y avait des possibilités d'échange, de discuter, de mettre de côté certains problèmes pour essayer d'avancer. Mais oui, parce que l'Europe était en train de se construire. En 1989, l'Europe a mis un coup de booster, notamment avec l'intégration de la Grèce et ensuite du Portugal et de l'Espagne en 1986, donc les pays d'Afrique du Nord, les dirigeants d'Afrique du Nord voyaient bien que l'Europe était en train de devenir un poids économique très important, et à l'époque, ils avaient pris conscience de la nécessité de faire quelque chose ensemble, et c'est là où l'Union nord-africaine était née, on appelle l'UMA. Voilà, moi, je suis pour qu'on change un peu l'appellation Union du Maghreb arabe en Union nord-africaine, car il faut mettre l'accent sur la géographie et non pas sur l'identité linguistique. Donc moi, je veux revenir à cet état d'esprit-là, mais sur des bases solides. À l'époque, on avait des grands diplomates, vous le savez. D'abord, feu Abdelaziz Bouteflika, ensuite feu Mohamed Chedler Ben Yahya, ensuite feu Dr Tarab Ahmed Ibrahimi. D'ailleurs, c'est après ce moment-là qu'il y a eu la création de cette fédération nord-africaine avec le siège donc à Tunis. Et avant ça, vous savez qu'on avait des grands diplomates. À chaque fois, je vous parle de lui, le grand Cherif Guellal, feu Cherif Guellal. Vous imaginez la prestance avec feu John Fitzgerald Kennedy. Avant, on savait faire de la diplomatie. C'est mon exemple, hein. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, ma référence diplomatique, c'est feu Cherif Guellal. Regardez la classe, regardez l'élégance, regardez l'intelligence. Ambassadeur aux États-Unis et au Canada entre 1963 et 1967, avant que l'Algérie rompe ses relations diplomatiques avec les États-Unis et boycotte, décrète un embargo contre a décidé de ne plus livrer du pétrole aux États-Unis, car les États-Unis avaient soutenu militairement Tel Aviv pour annexer Jérusalem-Est, le Golan, le Sinaï et toute la Cisjordanie. Mais il était resté le représentant de la Sonatrach aux États-Unis, donc il continuait à faire du réseau. Feu Cherif Guellal, marié avec Miss America 1951. Et il avait un réseau extraordinaire. Il allait voir le président Kennedy, mais quand il le voulait. Vous croyez qu'aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères a rencontré le président Trump? Il n'a pas de réseau. 19 ans au chômage. Vous croyez qu'il peut rencontrer le président américain? Il ne va même pas le recevoir, et vous le savez. Mais si on avait un diplomate de la carrure, de la prestance, de l'intelligence de feu Cherif Guellal, ben vous pouvez être sûr et certain qu'il aurait, sitôt le président américain intronisé à la Maison-Blanche, une semaine après, il aurait été
invité à le rencontrer à la Maison-Blanche. Oui, parce qu'il avait du réseau. Oui, il avait du réseau. Et grâce à son épouse, donc Miss America 51, il avait accès à tous les réseaux militaires, intellectuels, financiers, industriels, culturels américains. Il avait accès à tout. Et à l'époque, on ne disait pas « attention, هذا أيدي خارجية, هذا مرته أمريكانية, هذا ما يتأمنش, هذا مع la CIA ». Comme on parle aujourd'hui. Le niveau d'intelligence d'un certain nombre d'Algériens est proche de zéro. Vous savez, zéro. Ils sont manipulables à souhait. Personne à l'époque de Feu Chérif Guellel ne disait « Mais comment ça se fait que ta compagne est américaine ?» Mais c'était un atout pour faire de la diplomatie. Et quand Feu John Fitzgerald Kennedy a été assassiné à Dallas en novembre 1963, son successeur était le vice-président américain Johnson. Mais il le connaissait aussi, parce qu'il avait fait du réseau depuis qu'il était ambassadeur. Avant, on savait faire de la diplomatie. Aujourd'hui, vous voyez les dégâts, la catastrophe. La catastrophe. Vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, rencontrer Donald Trump pour lui présenter sa vision de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, mais même pas يعرف اسم تاعو. Aïe, 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 on raconte les hommes, on raconte les hommes. Ben oui, 19 ans au chômage, vous savez, c'est... Vous voyez, les grands hommes, ça, c'est les diplomates officiels et officieux. Mesroud Zaghar, Rachid Kaza, ça vous dit quelque chose? Ah, les grands hommes. Mais on a eu aussi dans les années 90 un grand diplomate aussi, Marhoum. Ah, Rabbil Alamin. Vous savez, je suis toujours ému quand je vois les grands que nous avions. Regardez, c'était le président de la Sonatrach. Et ensuite, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre aussi. Sidi Ahmed Rosali, feu Sidi Ahmed Rosali, de Papillon, ambassadeur à Paris, ambassadeur en Belgique. Je suis triste. De toute façon, vous le savez, je suis triste. Je suis triste parce qu'aujourd'hui, on a des enfants. On a des enfants à la tête des diplomaties. On a des enfants. On a ou bien un homme sans principe, comme M. Bourita au Maroc, ou bien un homme sans réseau, M. Ahmed Attaf. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'il y a eu le terrible tremblement de terre en septembre 2023 à Marrakech, vous savez que le président algérien a proposé son aide au Maroc. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben le Maroc, Rabat avait refusé l'aide de l'Algérie. C'est des enfants. Vous vous rendez compte? Il y a des hommes et des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards qui meurent. Donc normalement, c'est pas le palais royal qui a été touché par le tremblement de terre, c'est le peuple marocain. Donc normalement, on doit accepter l'aide, d'où qu'elle vienne. Regardez ce qu'a répondu Rabat. Rabat refuse l'aide de l'Algérie. Vous vous rendez compte? L'égoïsme, l'enfantillage qu'il y a parmi les responsables en Afrique du Nord. C'est dramatique. Regardez. Regardez la catastrophe. Vous vous rendez compte comment vous pouvez refuser de l'aide? Comment vous pouvez refuser de l'aide? Parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et même la France, à l'époque, avait proposé son aide. Et le roi du Maroc avait refusé l'aide de la France et de l'Algérie. Mais c'est honteux, 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 honteux. Ça s'appelle l'égoïsme. Alors c'est partagé des deux côtés. Attention que les choses soient claires. Hein. Partagé des deux côtés. Ça me désole. Ça me désole. Alors revenons à la diplomatie algérienne. On avait des grands hommes. À l'époque, en Algérie, c'est là où tout se négociait. L'accord de réconciliation entre l'Iran et l'Irak. Ça vous dit quelque chose, cet accord? 17 septembre, mars 75, 6 mars 75. 6 mars 75. Et qu'est-ce qu'a fait l'Irak en 80, parce que ça ne l'intéressait plus, elle a décidé d'abroger l'accord de réconciliation avec l'Iran. Parce que Saddam voulait avoir les puits de pétrole du Khouzistan.
c'est la partie arabophone de l'Iran. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais tout l'ouest de l'Iran est arabophone, c'est ce qu'on appelle le Khuzistan. Et comme par hasard, c'est là où il y a 60% du pétrole. Donc 60% du pétrole iranien se trouve dans la partie arabe. C'est comme ça. Donc ça, c'était en 75, 6 mars 75. Mais il y a eu un autre accord aussi en 1er mars 2015. C'est l'accord de paix, de réconciliation au Mali. Et c'était à Alger aussi. Donc vous avez vu, à l'époque, on avait des accords à Alger. Hein. Et là aussi, malheureusement, 9 ans après, 19 mars 24, le Mali, avec le nouveau pouvoir militaire, a décidé de dénoncer l'accord d'Alger. Donc on n'a pas de chance en Algérie, nous. Hein. Donc je vais vous montrer. Il y a eu 3 accords importants signés en Algérie. 3 accords. C'est pas rien quand même. Hein. Et on avait des grands hommes. Allez, on reprend gentiment. Je m'attarde. Voilà. Donc, 5 août 75. Accord d'Alger entre le Mauritanie et le Polisario. 6 mars 75. Accord d'Alger entre l'Irak et l'Iran. Et enfin, le dernier accord d'Alger, c'est celui du Mali. Une petite seconde. On va doucement. Voilà. Donc, 1er mars 2015, accord à Alger entre les différents groupes ou oppositions maliens. Donc, vous vous rendez compte, il y a eu 3 accords à Alger très importants. 5 août 79 entre la Mauritanie et le Polisario, 6 mars 75 entre l'Iran et l'Irak, et 1er mars 2015 entre les différents mouvements maliens et le gouvernement malien. Tout ça, ça se passait à Alger. Et bien sûr, vous êtes au courant, il y a eu le 15 novembre 88 la proclamation de l'État palestinien, toujours à Alger, avec la réunion du Conseil national palestinien. Donc vous voyez, on avait une diplomatie. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on a encore une diplomatie? Vous avez l'impression qu'on a une diplomatie? Alors je ne vous parle même pas de ce qui s'est passé avec la libération des otages. 19 janvier 1981. C'est toujours à Alger, qu'il y a eu la libération des otages. Donc ils ont d'abord été libérés à Alger et ensuite ils sont partis en Allemagne. Il y a 52 diplomates américains otages pendant 444 jours à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, en Iran. C'est feu Mohamed Sidr Ben Yahya, chef de la diplomatie algérienne, qui a réussi avec ses collaborateurs à faire libérer ces diplomates américains. Donc vous imaginez la grandeur de la diplomatie algérienne à l'époque. Et oui, à l'époque on disait qu'Alger jouait un rôle pivot. Ça c'est New York Times, vous imaginez? Alger joue un rôle pivot, c'est-à-dire un rôle central. C'est un article du New York Times du 26 janvier 1981. Algérie, rôle pivot avec la libération des 52 otages américains. Oui, tout se passait à Alger. Il y a même des études sur la médiation algérienne en Iran, pour comment l'Algérie a réussi à obtenir la libération des diplomates américains. Et oui, il y a des études qui ont été publiées. Misère des diplomates et grandeur de la diplomatie. Eh oui. J'ai la chair de poule, vous savez, à chaque fois je vous le dis, mais à chaque fois c'est pareil, ça me fait le même effet. Vous vous rendez compte, on étudiait la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne, il joua le rôle d'un pivot actif, transmettant les exigences iraniennes au gouvernement américain, soit à Alger, soit à Washington, recueillant les éclaircissements américains destinés au gouvernement iranien, soit à Washington, soit à Alger, et communiquant les propositions du gouvernement américain au gouvernement iranien, en principe à Téhéran. Point. Une telle méthode requiert des négociateurs à la fois mobilité et disponibilité.
Vous imaginez? Mobilité et disponibilité. Et il disait, pourquoi c'est l'Algérie qui a été choisie? La réponse est, il n'y avait pas de meilleur choix que celui de l'Algérie en qualité d'intermédiaire. Il n'y avait pas de meilleur choix que celui de l'Algérie en qualité d'intermédiaire. Vous imaginez 1981, voilà comment le monde de la diplomatie percevait la diplomatie algérienne. Il n'y avait pas de meilleur choix que celui de l'Algérie en qualité d'intermédiaire. Le choix de la République démocratique et populaire d'Algérie en qualité d'intermédiaire s'imposait tant du côté américain que du côté iranien. Les États-Unis firent comprendre de façon claire que l'Algérie représentait pour eux le meilleur des choix possibles. C'est les Américains qui disaient ça des diplomates algériens. Je répète cette phrase pour que vous mesuriez le gap qu'il y a entre aujourd'hui et hier. Les États-Unis firent comprendre de façon claire, je répète, les États-Unis firent comprendre de façon claire que l'Algérie représentait pour eux le meilleur des choix possibles. Et vous savez qui a dit ça? C'est l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, M. Warren Christopher, qui est devenu ensuite, vous savez, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il a dit, dès lors que nous ne pouvions plus parler directement avec les Iraniens, l'Algérie représentait le meilleur choix possible. Warren Christopher. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît, parce que je sais que les Algériens ne connaissent pas les détails de ce qui s'est passé à l'époque. C'était la grande diplomatie algérienne. C'est pour ça que je suis triste de voir ce qu'on est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas quoi vous dire. Écoutez, je continue et puis je ne vous embête pas avec ça. L'Algérie s'était en effet associée tant aux missions humanitaires qu'aux tentatives diplomatiques qui jalonnèrent l'année 79 et l'année 80. Elle avait ainsi démontré son profond souci d'éviter toute action irréparable et son constant désir de favoriser un règlement pacifique. Vous voyez le contraste entre ce qui se passait avant dans la diplomatie algérienne et l'échange d'insultes à l'ONU entre le premier ministre malien et le ministre des Affaires étrangères algérien. Ça calme, hein? L'Algérie avait démontré son profond souci d'éviter toute action irréparable et son constant désir de favoriser un règlement pacifique. Mais surtout l'Algérie aura su observer une attitude de stricte neutralité dans le conflit entre l'Irak et l'Iran, et c'est peut-être avant tout cette attitude qui la rendait apte à jouer les intermédiaires entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Enfin, dernière phrase. M. Abdelkrim Ghraib, ambassadeur d'Algérie à Téhéran, avait été le premier diplomate qui eut rencontré les otages américains. Vous voyez mes yeux? Le cardinal Duval, archevêque d'Alger, grand Algérien, hein, pour ceux qui ne... C'est un peu l'équivalent de Monseigneur Tessier, vous savez. Donc le cardinal Duval, archevêque d'Alger, avait été l'un des 3 ecclésiastiques qui avaient été admis auprès des otages à la Noël 1979. M. Mohamed Bejaoui, représentant de la République algérienne auprès des Nations Unies, qui était un grand diplomate, même si ensuite il a été condamné, vous le savez, à 10 ans pour corruption à cause de son neveu, Farid Bejaoui, vous le savez. Mais moi je retiens le grand diplomate qu'il est, je crois qu'il a 95 ans, alors il doit le faire en bon.
Donc, M. Mohamed Bejaoui, représentant de la République algérienne auprès des Nations Unies, avait fait partie de la mission que l'Organisation universelle avait dépêchée auprès de la République islamique. On avait des grands, excusez-moi, on avait des grands. On avait des grands diplomates. Car nous avions une très haute idée de l'Algérie, très haute idée de l'Algérie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Aïe, aïe, aïe. Sahara occidental, l'Algérie regrette la réaffirmation de la position américaine alignée sur le Maroc. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réitéré le soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en recevant son homologue marocain. 2020 et 2024. 2025. 2020, là, c'est le 8 avril 2025, vous voyez. Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères américain, recevait le ministre des Affaires étrangères marocain. Pour redire que les États-Unis reconnaissaient la marocanité du Sahara occidental. Et les Américains ont dit que la proposition d'autonomie du Maroc était sérieuse, crédible et réaliste. Sérieuse, crédible et réaliste. En clair, la position du Polisario de l'Algérie n'était ni sérieuse, ni crédible, ni réaliste. Pareil pour les Français, 30 juillet 2024, confirmé le 29 octobre 2024, la France a reconnu aussi la marocanité du Sahara occidental. Donc après les États-Unis, la France. Le Ghana, 9 janvier 2025. Le Ghana annonce la suspension de ses liens avec le Sahara occidental. Ça calme, non? Pareil, le Portugal. Le Portugal soutient à son tour le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Et l'argument, c'est de dire que le Portugal considère la proposition marocaine comme la plus sérieuse, la plus crédible et constructive pour parvenir à une solution. Donc vous voyez, au Royaume-Uni, 2 juin 2025, le Royaume-Uni se rallie au plan du Maroc sur le Sahara occidental. Et on voit Nasser Bourita avec le ministre des Affaires étrangères anglais. Et pareil, le Royaume-Uni a considéré la proposition d'autonomie du Maroc comme la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour une résolution durable du différend qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Sahara occidental. Donc vous voyez bien qu'on a un problème. Donc, les États-Unis, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne avant, l'Allemagne, le Ghana, tous ces pays considèrent la proposition d'autonomie du Maroc comme la plus sérieuse, la plus crédible et la plus pragmatique, et les Portugais disent la plus constructive. Donc il faut partir de ce postulat si on veut présenter une proposition alternative. Il faut partir de ce sur quoi les grandes puissances sont d'accord. Et même la Russie récemment, vous avez vu, a dit que si le Conseil de sécurité des Nations Unies est d'accord sur le plan d'autonomie marocain, la Russie va le voter. Donc quand on est diplomate, et qu'on a été à l'école de feu Cherif Guellel, de feu Mohamed Sadiq Ben Yahya, de feu Sidi Ahmed Rosali, de Mohamed Bejaoui, et des grands diplomates algériens, on doit comprendre que quand notre adversaire est en train de remporter une victoire diplomatique, ou est en passe de remporter une victoire diplomatique, il faut partir de ce sur quoi il a réussi à convaincre des partenaires importants, notamment ceux du Conseil de sécurité des Nations Unies, États-Unis, Angleterre, France et Russie. Donc, ces pays-là sont d'accord pour dire que le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental est réaliste, viable, pragmatique et constructif. Donc l'intelligence diplomatique veut que le Polisario et l'Algérie, en tout cas Rachid Neka, c'est ce qu'il pense, c'est ce que je pense moi, partons
de la proposition qui a réussi à obtenir une adhésion des grandes puissances en rajoutant la petite touche qui fait que chacun de nous peut sortir la tête haute de cet épisode diplomatique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à mon niveau de dire que je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, de façon à pouvoir obtenir moi aussi le soutien des grandes puissances, mais je rajoute ma touche propre à la situation du Sahara occidental et de l'Algérie, en disant, dans le cadre de la souveraineté, de la double souveraineté algéro-marocaine au Sahara occidental pendant 10 ans. En présentant les choses de cette façon, je ne vais pas me heurter au refus des États-Unis, des Français, des Anglais, des Russes. Bien au contraire, je vais démontrer à ces mastodontes du Conseil de sécurité que moi aussi, ma proposition est réaliste, constructive, viable et sérieuse. Donc je ne peux plus sortir les arguments éculés, je me fie aux résolutions des Nations Unies selon la légalité internationale, selon le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça ne marche plus, ça. Regardez le plan de Trump à Gaza, à aucun moment il a parlé des résolutions des Nations Unies. C'est un nouvel algorithme qui fonctionne aujourd'hui. Donc je propose aux responsables du Polisario et aux responsables de la diplomatie algérienne, notamment ceux de l'ONU, de sortir de la poésie, de sortir des arguments éculés qui ne fonctionnent plus depuis 50 ans et de reprendre ma proposition qui va fonctionner à 100%. Oui, je pèse mes mots. Je suis sûr à 100% que si vous reprenez ma proposition, elle sera votée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis bien à 100%. Pourquoi ? Car ma proposition, elle reprend la proposition marocaine, mais elle l'enrichit de la spécificité propre aux besoins du Sahara occidental et de l'Algérie. Donc je reprends ma proposition et je finirai cette vidéo. Je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans au Sahara occidental. Barakallahu fikum. تحية الجزائر والله يرحم شوية.